la une de l'actualité, Abdourahmane Sano et ses co-présumés ont bénéficié ce jeudi de la mise en liberté par la Cour d'appel de Conakry. Les détails, c'est dès le début de cette édition. En RDC, près de Béni, au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF. C'est tout pour le sommaire. À tout de suite pour les détails sur Gangan TV. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonce dans les titres. Abdourahmane Sano et ses co-présumés ont bénéficié ce jeudi de la mise en liberté par la Cour d'appel de Conakry. Ce en attendant l'ouverture des débats lors des prochaines audiences. Une décision obtenue sur demande des avocats de la défense, appuyée par le représentant des ministères publics qui n'a trouvé aucune opposition à la formulation des avocats des prévenus. En le balai. Ils bénéficient de cette libération en attendant les prochaines audiences où leurs dossiers seront débattus en profondeur. En la matière, l'on ne peut parler de liberté provisoire, c'est plutôt la détention qui est provisoire. En se basant donc sur le code de procédure pénale, la libération reste la règle et la détention l'exception. Sur demande des avocats de la défense, appuyés par le représentant du ministère public, le président de l'audience a ordonné la mise en liberté des 10 prévenus. Après cette annonce, la salle d'audience a éclaté de joie. Abdourahmane Sano, Eli Kamano, Badara Kone et les 7 autres qui figurent dans ce procès vont dormir ce jeudi dans leurs familles respectives. Pour rappel, ils avaient été condamnés par le TPI de Dixine pour les uns et le TPI de Mafanko pour les autres. C'était le 22 octobre dernier. Après la libération des prévenus, les réactions des avocats de la défense et les membres du FNDC ne se sont pas fait attendre. En ce bel balai, reportage. Après l'annonce de mise en liberté pour les 10 membres du Front National pour la défense de la Constitution, la joie se ressent sur le visage des avocats qui sont là pour assurer leur défense. Très content, c'est la joie. C'est le droit qui a triomphé, c'est la liberté qui a triomphé, c'est l'état de droit qui a triomphé. Je remercie la Cour d'appel, je remercie les hauts magistrats qui ont su corriger les erreurs des juges de première instance. C'est une journée historique pour Maître Salifou Biavogi qui, selon lui, a enregistré 2 victoires en justice ce jeudi. Je viens de remporter deux victoires. Tout à l'heure, la radio continentale vient de triompher avec la réouverture de la radio. Nous avions combattu, on a mené le procès et Dieu merci, la radio a été réouverte. Nous avons obtenu un arrêt de sourcil. Et tout à l'heure encore, voilà que tous nos clients sont remis en liberté. Donc c'est la joie, la grande joie, rien que la joie. La même joie se ressent les membres du FNDC et les familles de prévenus. Nous pensons que c'est un début de victoire parce que d'autant plus qu'ils sont injustement incarcérés dans les prisons d'Alpha Condé et que le juge décide aujourd'hui qu'il recouvre une liberté, certes provisoire mais aussi symbolique pour le combat qui est en train d'être mené pour la justice et la démocratie dans notre pays. C'est un sentiment de joie et on espère que plus jamais ça dans ce pays parce que nous avons le droit de manifester, nous avons le droit d'appeler à des manifestations tant que c'est dans les règles qui sont fixées par la Constitution. La prochaine audience est prévue le 5 décembre pour l'ouverture des débats au fond des dossiers concernant les prévenus.
D'un procès à un autre, la radio Continental FM a gagné son procès contre la RAC. La Cour suprême a trouvé ce jeudi infondé le retrait de la licence de la radio Continental FM qui était connectée sur l'onde des émetteurs de la RTG. Elle a enfin ordonné la réouverture de cette radio pour continuer ses activités quotidiennes pour le bonheur de ses milliers d'auditeurs. Alpha Ibrahim Touré pour le reportage. Le procès qui oppose la haute autorité de la communication et la radio Continental FM a connu son épilogue ce jeudi à la Cour suprême. Face au premier président de la chambre administrative de la dite Cour, les deux parties ont exposé sur le contentieux qui les oppose. La Cour suprême a donc délibéré et ordonné le sursis à exécution. Nous avons saisi la Cour suprême d'une requête aux fins d'annulation et nous avons sollicité un sursis à l'exécution. La Cour suprême a ordonné le sursis à l'exécution des décisions de la RAC et du ministre de l'administration et du ministre des postes et télécommunications. Ces deux décisions-là ne seront plus appliquées jusqu'à ce que la Cour suprême tranche cette affaire. La conséquence est que la radio peut être réouverte et elle peut commencer ses activités dès après paiement d'une caution de 4 millions de francs guinéens. 4 millions donc pour la réouverture de Continental FM, un ouf de soulagement pour le directeur général de cette radio. Je commence à remercier, n'est-ce pas, l'avocat pétri de talent, Maître Beya, qui s'est investi corps et âme dans ce dossier, et avec toute son équipe. Remercier également le président fondateur, honorable Elhadj Mamadou Sida. Féliciter tout le personnel de la radio Continental FM, mais pourquoi pas vous les médias, les confrères, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, ont commencé à faire leur rôle depuis le premier jour de cette affaire jusqu'à présent. Donc on est très content de vous. De son côté, Maître Bernard Sadissi Milmouno n'a pas aimé l'annulation de la décision de la HAC concernant le retrait de la licence de la radio continentale. Pour lui, c'est une décision surprenante de la part de la Chambre administrative de la Cour suprême. Il s'est prononcé en ordonnant le souci. Il devait d'abord dire si la Chambre est compétente ou elle ne l'est pas. Parce que nous avons essentiellement plaidé sur l'incompétence. Pourquoi la Cour suprême n'a pas dit qu'elle est compétente ou elle ne l'est pas, alors que la question lui a été soumise? J'estime vraiment que ce n'est pas une bonne décision que la Cour suprême a prise. Et je rappelle qu'elle-même, elle avait déjà pris une décision allant dans ce sens. Vraiment, je ne m'attendais pas à une telle décision de la Cour suprême. Je ne m'attendais pas. D'autant plus qu'il n'y a pas une évolution législative. La loi sur la Cour suprême n'a pas encore changé. La loi sur la base de laquelle elle avait pris la présente décision, c'est la même loi qu'elle a interprétée encore ce matin pour prendre une décision allant dans un sens. Invité de l'émission Café Débat de ce mercredi, Mamadi Troakaba, juriste de son État, s'est prononcé sur l'installation des présidents du conseil de quartier. Pour lui, la responsabilité de ce retard n'est pas imputable au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Suivez un extrait de cette émission. Selon la législation, nulle part vous trouverez un rôle défini ou un rôle qui est réservé au ministère de l'administration du territoire, parce que là où ces entités font une erreur d'appréciation, c'est de penser qu'il faut une autorisation, qu'il faut un signal venant du ministère de l'administration pour dire envoyez vos listes auprès des maires. Non, la loi ne dispose pas ainsi. Quand vous prenez l'article 103 de ce code électoral, ce qui est dit, après la proclamation des résultats définitifs par la CENI, parce que c'est la CENI qui proclame ces résultats définitifs pour les élections communales, après cette proclamation, les entités qui ont obtenu des suffrages les permettant d'avoir un nombre de représentants dans les conseils de quartier ou district, ces entités doivent adresser ou doivent déposer auprès du maire concerné les noms et prénoms des personnes qu'elles ont désignées. Et c'est après que ces dépôts ont été faits auprès du maire que le maire prend un arrêté pour entériner ces désignations faites par ces entités.
Justement, la Cour suprême a ouvert l'examen de la requête du camp de Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, relative au retard de l'installation des conseils de quartier et de district. Ce jeudi, la juridiction supérieure a écouté les deux parties concernées dans cette affaire et le procureur a demandé le rejet de la requête du chef de file de l'opposition. Ensuite, il a également demandé à la Cour de déclarer la requête du camp Cellou inacceptable. La décision juridique est attendue le 26 décembre prochain. On écoute Salifou Beyavogui, avocat de l'UFDG. L'affaire a été mise en délibéré pour le 26 décembre et nous pensons que la Chambre administrative de la Cour suprême de la République de Guinée va enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation d'édicter l'arrêté d'application prévu à l'article 100 du Code électoral qui dispose qu'un arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation précise, conformément à l'article 3 du Code électoral, du Code des collectivités locales, le nombre des conseils pour chaque quartier et district. Et ce serait très bonne justice parce qu'en réalité, on aurait permis au peuple, aux citoyens d'une collectivité d'être dirigés par les personnes effectivement élues démocratiquement. Et cela permet le renforcement de la démocratie et de l'état de droit de notre pays. À travers ce procès, nous ne demandons que l'application de la loi électorale telle que votée par l'Assemblée nationale. La non-installation des présidents de district et des chefs de quartier jusque-là est une violation manifeste des dispositions que nous venons d'énumérer. Mais nous pensons que si la Cour suprême nous donne droit, alors les chefs de quartier présidents de district pourraient être installés conformément aux suffrages exprimés par chaque liste dans les circonscriptions respectives de notre pays. En RDC, près de Béni, au moins 19 civils ont été tués dans un nouveau massacre attribué au groupe armé des ADF. Et à Goma, des militants du mouvement citoyen de Lucha ont manifesté que justice soit faite après l'assassinat d'un de leurs collègues tué à Béni lors d'une manifestation anti-MONUSCO. Suivez. À Béni, leurs chants ne le feront pas revenir, mais ils honorent au moins sa mémoire. Famille, amis et camarades sont venus lui rendre un dernier hommage. Obadi était un militant de la Lucha, tué lors d'une manifestation anti-MONUSCO samedi dernier. 350 km plus au sud, à Goma. Ici non plus, on n'oublie pas le jeune homme. Là où les gens se taisent, là où d'autres personnes n'ont pas le courage de dénoncer, mais lui, il était là. Il a dénoncé les mal, il a dénoncé les massacres qui s'est passé à Béni et il a été héros de ces massacres. Il a été tué sur les champs de bataille. Rejoint par les écoliers, le cortège de la Lucha s'est arrêté un instant au rond-point de la paix, comme pour signifier que malgré la colère, ce que veulent avant tout ces militants, c'est la sécurité. Dans cette province du Nord Kivu, la liste des civils massacrés par la rébellion ADF, selon les autorités et l'ONU, ne cesse de s'allonger depuis le 5 novembre dernier. Sur place, la MONUSCO, la mission des Nations Unies, a perdu toute crédibilité auprès de ses militants et d'une partie de la population qui l'accuse d'inaction. C'est à la MONUSCO de faire le choix entre protéger les civils ou partir. Parce que la MONUSCO a la mission d'attaquer toutes les forces négatives. Et si la MONUSCO ne veut pas attaquer l'ensemble de ces forces négatives, ne doit que plier bagage. Mais en attendant, les manifestations anti-ONU se poursuivent plus ou moins de la même manière. Devant l'université, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une centaine d'étudiants. Parmi eux, un manifestant a été blessé à la tête et une dizaine d'autres ont été violemment interpellés. Après un jour de siège, l'Université polytechnique de Hong Kong n'est plus qu'un immense champ de ruines. Ce matin, la police est entrée dans le champ abandonné par les manifestants pro-démocratie. Suivez. La police s'aventure dans un champ de ruines. L'Université polytechnique de Hong Kong est visiblement vide.
mais elle porte encore les stigmates des 11 jours de siège des manifestants pro-démocratie. Ça et là, des dizaines de produits chimiques dérobés dans les laboratoires de l'université. Des armes utilisées par les protestataires pour répondre aux forces de l'ordre. La police a été appelée en renfort avant une gigantesque opération de nettoyage. Elle assure ne pas être là pour procéder à d'éventuelles arrestations. Nous sommes à la recherche de produits dangereux et si nous tombons sur des manifestants dans l'université, nous essaierons de les convaincre d'aller voir le médecin pour vérifier qu'ils sont en bonne santé. Les 16 et 17 novembre dernier, des affrontements des plus violents ont lieu entre manifestants et forces de l'ordre devant Polyou. Certains protestataires décident de se retrancher à l'intérieur de l'université, d'autres se rendent ou sont interpellés. Depuis le mois d'octobre, les États-Unis pointent du doigt l'escalade de la violence à Hong Kong. Une loi soutenant les droits de l'homme et la démocratie dans le territoire vient d'être promulguée. Un message clair envoyé à Pékin selon cet activiste. Le monde occidental doit se tenir auprès de Hong Kong. C'est aussi une réussite remarquable des Hongkongais qui ont payé le prix fort avec les sacrifices des manifestants en première ligne. C'est le moment pour les pays européens de développer un mécanisme de sanctions vis-à-vis de la situation à Hong Kong. Mais pour le régime communiste, ce texte est une ingérence. Pékin, qui a convoqué l'ambassadeur des États-Unis en Chine, a défendu Washington de mettre en œuvre cette loi sous peine de représailles en pleine guerre commerciale. Et voilà donc, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au cadrage, Abdoulaye Keïta, à la régie Maïmouna Diallo, montage Momé Lamine Touré et Amidou Bari. Au revoir.